L'histoire se passe au pays des Dolganes, au nord du continent asiatique, dans la péninsule du Taïmyr, en Sibérie, au-delà du cercle polaire. Il y a 50 000 ans, vivaient ici les mammouths, les plus grands animaux que l'homme ait côtoyés sur la Terre. Pour les nomades de la toundra, 50 000 ans ne sont que poussière de temps. Le mammouth hiberne sous leurs pieds et son esprit règne toujours sur leur territoire. Faire renaître un jour les mammouths, sans commettre de sacrilège, c'est le pari de cette histoire. Je m'appelle Bernard Buig. La ville où j'arrive aujourd'hui, je la connais bien. C'est Khatanga. C'est depuis Khatanga que j'organise des expéditions jusqu'au pôle Nord. C'est d'ici que, depuis 9 ans déjà, je parcours le Grand Nord sibérien. En ce matin d'octobre, Khatanga prend pour moi une autre signification. Au-delà du froid, du désert blanc et des hommes qui côtoient ces extrêmes, ce sont les géants du passé qui m'attirent, les mammouths, l'animal mythique de notre préhistoire et de cette région du monde. Les amis russes de Bernard lui ont aménagé une petite maison. Ici, il est un peu chez lui. Les habitudes se reprennent vite. Faire sécher le ryapushka, le poisson local, et surtout retrouver mes amis. Voici Vladimir, l'ami, le complice de Bernard. Scientifique de formation, Vladimir fut lui aussi séduit par la toundra. Aujourd'hui, il est devenu l'homme clé des expéditions. Il a choisi d'oublier le confort de la civilisation pour s'installer à Khatanga. Après 20 ans d'univers polaire, il connaît bien le Grand Nord et ses habitants. Vladimir est enthousiasmé à l'idée de repartir avec moi. Avec lui, je vais tenter de rassembler le plus d'informations possible sur les traces des mammouths et les endroits où on peut encore en localiser dans la toundra. Ville interdite depuis plusieurs décennies de communisme, Khatanga a vécu ses heures de gloire pendant la guerre froide. 10 000 habitants vivaient ici, coupés du monde et protégés par le secret militaire qui interdisait l'accès de la zone stratégique à tout étranger. Depuis la fin du bloc soviétique, il ne reste que 5 000 habitants, le froid, les entrepôts vides pour la plupart et quelques casernes à l'abandon. À 6 000 km de Paris, Khatanga se mérite. Paris-Moscou, Moscou-Khatanga, 2 jours d'avion, quand tout va bien, avant d'atteindre l'ultime escale face à l'océan blanc. Pour des hommes comme Vladimir, Khatanga et le Grand Nord, c'est beaucoup plus qu'un simple attachement. Il existe un virus du Nord qui contamine les hommes et qui fait que même après être parti 3 ou 4 ans, on revient toujours dans le Grand Nord. Ce que nous aimons ici, c'est la très grande liberté dont nous jouissons et aussi la possibilité de nourrir facilement sa famille. Avec la chasse et la pêche, nous obtenons la viande et le poisson. Et puis, il existe aussi autre chose qui me fascine dans le Grand Nord. C'est cet espace immense, infini, libre de toute présence humaine.
C'est à côté du magasin de ravitaillement en tout genre, le petit bazar de Ratanga, que nous ferons notre première rencontre sur la piste des mammouths. Le premier témoignage est pour le moins étonnant. C'est celui d'un vieux trappeur qui a approché d'une drôle de façon le mammouth. Un jour dans la toundra, j'ai pu nourrir mes chiens avec 200 kilos de viande de mammouth que j'avais trouvée. C'était bon? Moi, j'en ai pas mangé, j'ai eu peur. Mais avec les chiens, il n'y a eu aucun problème. À l'époque, il n'y avait pas de motoneige. On se déplaçait uniquement avec les chiens. Le lendemain, Vladimir a pris rendez-vous avec un pêcheur qui a participé à une expédition polaire aux côtés d'un des principaux paléontologues russes, le professeur Nikolai Vereshchagin. Le pêcheur semble en mesure d'identifier des sites où des mammouths sont enterrés. On avait coupé les défenses d'un mammouth découvert par le professeur Vereshchagin. On les avait laissés sur place, avec les Dolganes, près d'une petite rivière. Il y a des grottes à cet endroit et on y trouve des ossements. Mais le grand mammouth qui a été envoyé à Saint-Pétersbourg a été trouvé près d'une autre rivière, pas très loin du premier. A priori, cet homme connaît le terrain. Bien qu'un peu confus, il se souvient de l'expédition à laquelle il était mêlé et il parvient même à localiser le site sur lequel il a travaillé. Au cours du repas, je découvrirai que la vodka contribue malheureusement pour beaucoup à son enthousiasme. Difficile de lui faire entièrement confiance, mais pourtant il n'a pas pu tout inventer. Success. Success. Да, на следующий год успех. Пожелаем друг другу. Да. Да, да. О, хорошо водка. Да. Нету? À défaut de certitude, Bernard a identifié plusieurs pistes et quelques éléments matériels. 2 semaines déjà se sont écoulées depuis son arrivée à Ratanga. La seule chose dont je suis sûr en ce moment, c'est qu'on a trouvé un mammouth ici en 1948 à 300 km de Ratanga, près du lac Taimyr, et on en a trouvé un en 1977 à 80 km d'ici. Ces mammouths sont bien identifiés, ils sont dans des musées, donc c'est quelque chose de concret. Il faut que je reste calme, il faut que je ne me précipite pas sur n'importe quelle piste, il faut que je fasse confiance au feeling que je peux avoir avec les gens, et puis peut-être que par ce chemin-là, je vais pouvoir y arriver. Cet homme, Yuri Korbainov, est incontournable pour ma mission. Il est le responsable de la réserve naturelle du Taimyr, en quelque sorte le conservateur de la toundra. Sans lui, impossible de mettre un pied sur ce territoire, encore moins d'y effectuer la moindre fouille. Yuri Kolbainov est également le responsable d'un programme de réintroduction des bœufs musqués sur le territoire sibérien. Il y a 3000 ans que cette espèce avait disparu de Sibérie. Les bœufs musqués étaient les contemporains des mammouths, capables de résister aux plus fortes tempêtes et au froid le plus redoutable. Réintroduits en 1976, à partir de spécimens venus d'Alaska, les voilà à nouveau sur la terre de leurs ancêtres. En quelques 20 ans, les 20 premiers bœufs ont généré 1000 descendants. C'est depuis ce troupeau
que l'on recolonise désormais les grands espaces en capturant régulièrement quelques bêtes. Elles sont endormies pour leur transport. La péninsule du Taïmyr est le territoire le plus au nord du continent asiatique. Ici, le temps a été préservé par congélation, un peu comme dans un grand réfrigérateur. Les plus intéressantes découvertes de mammouths de ce siècle se trouvent dans cette région. Il n'y a aucun autre endroit au monde où l'on a trouvé autant de traces de mammouths. C'est ici que le professeur Vereshchagin a trouvé son mammouth. Saint-Pétersbourg. Le professeur Vereshchagin a 90 ans. À 90 ans, l'homme de science continue à se passionner comme au premier jour. Bernard Buig a décidé de le rejoindre pour en savoir plus. Considéré par la communauté scientifique comme le plus éminent spécialiste russe des mammouths, le professeur Vereshchagin accepte de partager son expérience. C'est en 1977 qu'une carcasse presque complète de mammouth gelé fut découverte dans la région de Khatanga par le professeur Vereshchagin et ramenée ici à Saint-Pétersbourg. D'autres restes permettent au professeur Vereshchagin d'imaginer le quotidien de ces prodigieux animaux. En fait, il n'existait pas une, mais plusieurs espèces de mammouths, les plus grands pouvant atteindre 4,50 m de haut. Recouverts d'une double couche de poils, ces pachydermes possédaient une bosse de graisse rehaussant leur crâne. De même, 7 cm de graisse protégeait l'ensemble du corps. Les défenses pouvaient atteindre jusqu'à 5 mètres de long, et l'animal les utilisait entre autres pour dégager la neige autour de la végétation, afin de se nourrir. Vision impressionnante pour les hommes de la préhistoire. À cette période, le mammouth était l'objet de la chasse de la part de l'homme. Son énorme corpulence procurait tout à coup 3000 kilos de viande excellente. C'était très intéressant pour l'être humain de l'époque. Reste la question essentielle, pourquoi ce géant des neiges a-t-il finalement disparu ? Je suis partisan de l'hypothèse climatique. À la fin de la période glaciaire, il y a eu de grands changements successifs de climat. Les froids succédaient au réchauffement et cela a joué un rôle fatal dans la disparition du mammouth, aggravé par l'influence de l'homme qui chassait les mammouths. Lorsque la population a beaucoup diminué, l'extinction a également été aggravée par l'influence du psychisme sur l'animal. Je pense même qu'il était dépressif. Ils mouraient alors en grand nombre pendant leur migration. Ils se noyaient même pour la plupart. Le professeur Vereshchagin s'est confié, puis il s'en est allé, toujours pressé de conduire son enquête sur le mammouth. Mais il m'a aussi apporté le plus beau cadeau que je puisse espérer, son soutien pour effectuer les fouilles en Russie et sa promesse de participer à la prochaine expédition. À Paris, c'est un autre homme qui s'est intéressé à l'expédition. Il s'agit d'Yves Coppens, professeur au Collège de France. Paléontologue mondialement connu, il a mis à jour Lucie, notre ancêtre de 3 millions d'années. Lui aussi cohabite avec le mammouth, lui aussi encourage Bernard Buig. Je suis persuadé qu'il y a énormément de choses encore à apprendre sur le mammouth, sur sa vie, sur son existence, sur sa physiologie, sur son personnage, sur sa population, sur les variations de ses dimensions, de ses proportions, de son poids, etc.
et aussi sur son histoire et son extinction, hein, bien sûr. L'idéal, ce serait en effet de faire une immense découpe en entourant le mammouth et d'enlever le tout d'un bloc dans son permafrost bien gelé, et puis de le transporter ainsi sans rupture de la chaîne du froid, parce qu'on aurait accès au corps, à la chair et à l'os, on aurait accès aux tissus, on aurait accès aux organes, on aurait accès aux cellules, on aurait accès aux molécules, et on aurait accès aux cariotypes, aux cartes génétiques, et je peux vous dire qu'on sera tout à fait étonné par les découvertes qu'on va faire. À Ratanga, cette année, l'hiver est plus précoce que d'habitude. Ici, c'est le froid qui dicte aux hommes leur comportement. La population devra s'accommoder d'un ravitaillement hypothétique et d'une situation de blocus imposée par l'avance des glaces sur la région. Malgré le froid qui m'accompagne prématurément, la chaleur des habitants reste constante. Vladimir me conduit vers Sergueï, c'est un pêcheur professionnel. Une bonne piste pour les mammouths, m'a-t-il annoncé en guise de bienvenue. Давай, Сергей, Владимир, посмотри на карту. Давай посмотрим, давай. Ты пропустил, Sergueï raconte avec précision sa découverte, carte à l'appui. C'était le 15 mai. On était partis en hélicoptère, à plusieurs. On voulait installer un campement là où on pêchait. Et on a trouvé des ossements sur notre route. Est-ce qu'il se souvient de l'endroit où c'est? Il faut 1h30 de vol pour se rendre sur place, pas davantage. Et tu es prêt à nous accompagner là-bas? Reste à trouver un moyen de transport. L'aéroport des grandes années soviétiques n'abrite plus que des avions fantômes, des hélicoptères sans carburant. À l'image de la ville, les quelques engins disponibles sont figés. Seul le directeur de l'aviation civile peut évaluer la situation. En ce moment, nous manquons de fuel qu'on utilise pour l'électricité, le chauffage. Nous manquons aussi de kérosène pour les avions. L'avion, c'est notre seul lien avec le continent. Il nous manque également d'autres produits, comme l'huile. Nous vivons avec ce que nous avons pu économiser. Mais nous attendons d'un moment à l'autre, à Ratanga, un événement important. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un brise-glace doit venir ici et casser les 25 cm de glace pour libérer la ville. Condamnée à l'attente, la population s'organise en tentant de poursuivre l'immuable quotidien. Pour se nourrir, on pêche comme à l'accoutumée dans les trous de glace arrachés au froid. Heureusement, dans les instants où le temps semble s'être arrêté, il y a la fraternité, la complicité, l'humour. J'aime Vladimir. Au-delà de ses qualités de terrain, il sait toujours garder l'indispensable bonne humeur. La complicité qui s'est installée entre nous est pour moi très importante. Son sourire, son regard malicieux, son inquiétude quelquefois, sont souvent les meilleurs indicateurs de ce qui va nous arriver. Ah, on dirait de l'eau bouillie ce café. Et je sais pas, il a un drôle de goût en plus. Ah, il n'est pas aussi bon que je l'espérais. Mais enfin, c'est chaud, hein. Demain, c'est promis, je t'en fais un meilleur. Remarque, c'est bon, hein. Moi, là, je reviens de l'achat, j'ai froid, c'est bon.
Prisonniers de la ville, Bernard et Vladimir en profitent pour continuer leur quête d'information, notamment auprès de certains Dolganes, qui après des années de nomadisme dans la toundra, se sont finalement sédentarisés à Ratanga. C'est le cas d'Aliona, une mère de famille qui vit à la ville depuis 5 ans maintenant. Elle a conservé ses traditions et ses biens les plus précieux. Je savais que l'ivoire de mammouth représentait le bas de laine des Dolganes et des Russes de Sibérie. Mais c'est la première fois que je vois une telle défense dans un appartement. Les défenses, quand elles sont dans le permafrost, elles sont protégées, elles sont comme neuves. Mais si elles s'imprègnent d'humidité, quand elles gèlent, alors elles éclatent en morceaux. Au début, on avait envie de la vendre. Mais maintenant, on va la garder. En héritage pour la famille, pour les enfants. Ça leur fera toujours quelque chose s'il nous arrivait un problème. Tout le monde est fixé sur son téléviseur. Moi le premier. On attend tous les informations pour savoir où en est le fameux brise-glace. Chaque jour, le journal télévisé apporte un peu plus d'espoir. Le directeur de l'aviation civile est parti en éclaireur, afin d'évaluer le temps nécessaire au brise-glace pour rejoindre Ratanga. Le voici enfin. Il trace sa route dans une couche de glace peu épaisse, mais il lui faudra au moins 2 jours encore pour atteindre la ville. À ses côtés, les 2 cargos ravitailleurs parviennent également à passer. Anatolie, un autre atout essentiel de Bernard. Il fabrique ou invente tout ce qui est nécessaire aux expéditions, de la tente au groupe électrogène, en passant par les draps et les petites cuillères. Je suis né à Vladivostok, mais j'ai beaucoup vécu dans le Nord, depuis 40 ans déjà. Je suis venu pour travailler avec les expéditions scientifiques. Tout ce qui est suspendu ou entassé, tout cela sont des choses nécessaires. On pourrait les jeter, mais on en a besoin pour compléter le matériel des expéditions. Si on oublie quelque chose, on ne peut pas le trouver ici. Il faut bricoler, il faut prendre ce qu'il y a sous la main et se débrouiller. Importer quelque chose du continent, ça coûte très cher ici, à Ratanga. Pour moi, Anatolie, c'est monsieur niet de problème. Il n'a jamais reculé devant une difficulté technique, même la plus inattendue. Il trouve toujours une solution. Petit à petit, l'image du mammouth arraché au temps se dessine dans mon esprit. Mais nous devons résoudre notre problème. Où et comment entreposer ce gigantesque animal lorsque nous l'aurons acheminé à Ratanga? La réponse peut paraître étonnante, c'est dans le ventre de la ville. À 10 mètres sous terre, c'est une véritable fourmilière. Des compartiments, des tapis roulants, des tunnels, une animation constante. Comme si une seconde société s'était installée ici dans les 6 kilomètres de galeries à l'abri des regards. Cet univers souterrain fut imaginé et creusé pour garantir une autonomie à la population en cas de conflit lors de la guerre froide. Aujourd'hui, cet immense frigo peut permettre de stocker la nourriture d'au moins 10 000 personnes pour plusieurs années. En découvrant ce lieu, j'ai tout de suite compris que je pouvais désormais répondre aux recommandations du professeur Coppens. Ici, le mammouth serait bien dans son élément.
On a de la chance d'avoir des caves à Ratanga. Elles ont été construites dans le permafrost et elles vont permettre de garder la température constante. C'est un congélateur permanent. Le mammouth dans la toundra est à une température de moins 10, moins 12 degrés. On va le transporter dans un environnement qui fait aussi moins 12, moins 15 degrés. Et on va pouvoir le stocker ici à la même température. Donc la chaîne du froid est complètement respectée. Les conditions sont parfaites, mais il faudra trouver une solution pour isoler notre mammouth de la nourriture entreposée, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Anatoly me propose de construire un mur de glace pour isoler l'animal, une sorte d'écrin qui abritera le mammouth endormi depuis des millénaires. C'est le mur principal. Il est fait de briques qu'on a fabriquées avec la glace de la rivière. Il est construit comme on construit une maison. On pose les briques les unes sur les autres. Ce mur sert à réfléchir le froid. La radio maritime annonce enfin l'arrivée du brise-glace libérateur. Il aura fallu plus d'1 mois aux 2 navires ravitailleurs pour arriver à Ratanga. Partis de Dudinka en mer de Kara, à 2500 km d'ici, ils étaient accompagnés au départ d'un brise-glace nucléaire, seul capable de rompre une couche de glace jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Ce brise-glace, lui, est uniquement destiné à se frayer un passage dans la rivière assez peu profonde qui arrive jusqu'à Ratanga. Le gouverneur de la province du Taïmyr et le directeur de l'aviation civile suivent scrupuleusement les opérations. Ratanga va pouvoir enfin être ravitaillé. À bord, les marins ont connu le même isolement que les habitants de Ratanga. Cette main tendue dans l'univers blanc va pouvoir libérer la ville. Les manœuvres sont lentes et compliquées. Tout est gelé. Les tuyaux de pompage du fuel sont spécialement isolés contre le froid. Pour Bernard, l'arrivée du carburant, c'est aussi enfin la possibilité de continuer ses recherches sur les traces du mammouth. Avec Sergueï, notre pêcheur, nous partons à l'endroit de sa découverte.
Surprise, l'hélicoptère va se poser sur un camp de base où les pêcheurs entreposent leurs poissons. On a ramassé des ossements sur la berge, pas loin d'ici. Ici, il n'y a que du poisson et ses 3 ossements, une partie de bassin et un tibia. Sergueï, en fait, s'avère incapable de retrouver l'endroit de sa découverte. Et il le savait probablement dès notre départ de Khatanga. Il nous a conduits ici uniquement pour récupérer son stock de poissons. L'occasion était trop belle et l'hélicoptère trop cher pour lui tout seul. Bien sûr, je suis un peu frustré, mais ces ossements valaient le déplacement. Nous acceptons malgré tout d'aider Sergueï à charger son poisson dans l'hélico. Surgi de la toundra, voici Boris, le colosse de près de 2 mètres. Boris le trappeur, Boris le poète, le porte-bonheur de toutes les expéditions polaires de Bernard. Boris, le biologiste qui a choisi de venir vivre ici. Depuis longtemps, il a abandonné son scooter des neiges et ne se déplace plus qu'avec ses chiens de traîneau. Boris, on le surnomme la mascotte. On a l'impression que sa grande sensibilité le rend invulnérable. Son respect pour la nature est tel qu'on imagine mal qu'elle puisse se retourner contre lui. Boris, c'est aussi l'ami des Dolgan. Grâce à eux, il a appris à sculpter l'ivoire de mammouth sans risquer de troubler leur esprit. Quand je prépare une défense, je la casse en plusieurs morceaux. Alors je pense au mammouth. Je grave souvent les animaux du Grand Nord sur les os ou les défenses. Je suis un amateur. Sculpter, ce n'est pas pour moi une activité commerciale. Je fais ça pour les offrir à mes amis. En plus, je ne pense pas avoir un grand talent. Je fais ça pour mon plaisir, uniquement. Dans le folklore dolgan, le mammouth occupe une place importante. C'est un esprit qui vit sous terre, d'après les croyances dolganes. Il s'appelle Reli en dolgan. Pour eux, il est interdit de trop utiliser les restes de mammouth. On peut faire quelques boutons ou quelques décorations pour un harnais de renne, mais si on met partout les objets faits d'os ou de défense de mammouth, alors l'esprit souterrain de Reli peut se fâcher et provoquer des malheurs. Quand les portes du hangar s'ouvrent, on peut difficilement imaginer le nombre d'heures qu'il a fallu pour préparer cet avion des années 50, un Antonov II. Boris a recommandé à Bernard et Vladimir de se rendre sur un campement Dolgan qu'il connaît bien. Seuls les Dolgan peuvent rapprocher l'équipe de Bernard du cimetière des mammouths.
Ce sont eux qui en possèdent les clés. Tenus jusqu'à présent à l'écart des expéditions scientifiques, les Dolganes vivent pourtant au cœur du territoire des mammouths. Ils sont les seuls habitants sur ces 400 000 km² de désert de glace. La mission du pilote n'est pas simple. Il faut identifier la position des campements Dolganes. Il y a très peu de relais radio, et le morse reste le seul moyen de communication possible. Après 800 km de toundra, le campement Dolgane est enfin là. Déception. Le chef de la brigade, c'est ainsi que l'on nomme les campements Dolgane, dit ne jamais avoir découvert de traces de mammouth. Mais il nous indique un autre campement qui aurait mis à jour récemment des défenses. Ici, un peu comme dans le désert, tout se sait très rapidement d'une famille à l'autre, malgré les distances, malgré les difficultés pour se déplacer. Sur un territoire presque aussi étendu que la France, 56 familles, au total 252 personnes, se déplacent en permanence. Après 1 heure de vol, Bernard et Vladimir finissent par atteindre l'autre campement. Les Dolganes sont des éleveurs de rennes, les rennes qui vivaient déjà avec les mammouths. J'espère qu'ils nous porteront chance. Le chef du campement confirme l'information. Il a bien trouvé des défenses de mammouth il y a quelque temps déjà. Elles sont juste là. Il peut les montrer immédiatement. Magnifique, mais c'est gelé. On se brûle les mains. Wow, Maroche. C'est les premières défenses que je vois dans la toundra. Super. Belle, hein? Beaucoup plus jolie que ce que j'ai vu avant. Je courais derrière un renne égaré le long de la rivière. Et là, il y avait 2 défenses plantées dans la terre au pied d'une colline. Elles dépassaient du sol. Toutes les deux ensemble? Oui, ensemble. Oh, incroyable. Et c'était en été ou en hiver? C'était au mois d'août. C'est beaucoup plus facile de travailler la terre en été. On cherche en fait le corps d'un animal entier, c'est pour un musée. Moi, j'en ai jamais vu. C'est difficile à trouver. Mais les 2 fils du chef ont, eux, trouvé des défenses en très bon état. Peut-être y a-t-il un mammouth entier sur le site de leur découverte. Ils ne vivent pas ici, mais un peu plus loin dans la toundra. C'est ici que j'ai mesuré la qualité humaine exceptionnelle de ces hommes. Le chef nous propose spontanément de nous conduire avec son campement vers ses 2 fils, Gennady et Gavril. Ils ne sont pas très loin, à une dizaine de kilomètres d'ici.
Les Dolganes se déplacent en tirant leurs habitations sur des traîneaux. Ce sont de véritables maisons ambulantes, on les appelle baloks. Chaque attelage est généralement composé de 8 rennes. Jamais je n'avais imaginé un spectacle pareil. Le ciel, le sol et l'air d'une exceptionnelle pureté rendent brusquement ma quête de la connaissance sereine. C'est en de tels instants que l'on se sent privilégié. Le père de Gennady a rallié le campement de ses fils sans difficulté, malgré ce décor uniforme, apparemment vide de tout repère, de toute présence humaine. Un jeune homme les accueille en t-shirt. Il passe d'une température de 30 degrés à l'intérieur du baloc surchauffé à moins 35 degrés à l'extérieur. Mais en quelques minutes, il n'aura pas le temps de se refroidir. Gennady vit ici avec sa femme, son fils et sa belle famille. Son frère et lui sont bergers et bien sûr chasseurs et pêcheurs. Il est encore trop tôt pour parler des raisons de notre visite. Dans les rites de l'hospitalité dolgane, on commence par faire connaissance. Il faut palabrer, parler de tout et de rien, savoir s'apprécier, avant d'entamer les discussions sérieuses. Gennady travaille aussi l'ivoire de mammouth, mais il s'en tient aux seuls objets utilitaires. L'ivoire que leur offre cette terre est trop précieux pour le gaspiller en simple bibelot d'ornement. Un collier d'attelage en plaque de mammouth sera plus profitable et il restera dans la famille. Ces objets-là, nous les faisons par tradition. Les os et les défenses de mammouth sont très anciens. On peut se les transmettre de génération en génération. Les défenses ne sont pas lisses. Elles éclatent en morceaux au bout de 10 ou 15 ans. Mais si elles sont en bon état, elles peuvent durer très longtemps. Ces décorations, je les ai héritées de ma mère. Elles ont été faites il y a 40 ans. On dirait qu'elles sont toujours neuves. On fait ça quand on en a envie, à n'importe quel moment. Le mieux, c'est pendant la nuit polaire. Il fait noir dehors. Il n'y a rien d'autre à faire. Olga est la femme de Gennady. C'est elle qui s'occupe de l'éducation de leur fils Kostya. Mais malgré la tradition ancestrale de la toundra, elle est attirée par la ville, là-bas, où la vie est moins dure. Ce que je voudrais, c'est que ce soit plus facile pour lui et pour nous. Je voudrais qu'on achète une maison dans un village ou un appartement à la ville. C'est loin, très loin pour aller à l'école. Et il fait très froid. Il ne peut pas y aller. C'est surtout ça nos problèmes. Peut-être que l'année prochaine, il ira à l'école. On l'espère en tout cas. En attendant le jour où les Dolganes basculeront dans ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation, l'heure est à la discussion.
On parle mammouth, bien sûr. Et Gavril, le frère de Gennady, indique les sites où il a localisé le mammouth. Il ne peut absolument pas préciser dans quel état est l'animal prisonnier du froid. Peut-être y a-t-il encore de la viande, dit-il, en soulignant que cela mériterait d'être vérifié. Plus tard, à la fin de l'hiver, on pourra creuser la terre. En attendant, Gennady et son frère proposent d'aller voir les deux défenses qu'ils ont ramenées au campement grâce à l'aide des rennes. Elles sont là, véritables trésors cachés sous une bâche. À la fois pour les protéger des intempéries, mais aussi pour ne pas tenter un éventuel rôdeur de la toundra. On a l'impression de déterrer un mammouth avec ses défenses en merveilleux état. Je crois être aussi ému que Gennady et son frère le jour de leur découverte. J'ai maintenant la certitude d'être sur la bonne piste. Il faudra cependant attendre, et encore attendre, pour reprendre la piste des mammouths. L'hiver va s'installer, avec ses tempêtes imprévues, et il n'est pas question de risquer la vie des membres de l'expédition, même si l'impatience ronge tous ceux qui se sont engagés à faire revivre les mammouths. Pour Bernard, il faudra revenir pour se rendre sur le site de Gennady et de son frère. Ce que l'on a retrouvé, Vladimir, Boris, Anatoly et moi, c'est en fait un plaisir de petit garçon. C'est une véritable chasse au trésor. On est sur un jeu de piste, on se plaît à rêver, on mène l'enquête avec les témoignages des scientifiques, des chasseurs, des pêcheurs, des dolganes. Pour nous, les mammouths sont au bout du chemin. Bernard a été contacté par un scientifique français, Gilles Gutiérrez. Informé de ses recherches, il voudrait tenter le pari incroyable de faire revivre un mammouth à partir de prélèvements congelés. Globalement, tu mets 3 morceaux de peau dans 3 tubes et 3 morceaux de cartilage prélevés en bas des pattes ou dans les genoux de l'animal, et tu mets les morceaux là-dedans. Ok ? Donc c'est des petits morceaux, c'est petits prélèvements. Petits morceaux, voilà. Donc tu auras 6 trucs comme ça, 3 peaux, 3 au cartilage. Le carboglace va donc recongeler le matériel. Ça, c'est juste au moment du transport. Juste au moment du transport. Tu arriveras à Moscou, tu changes. Il est bien évident que ce type de travail n'a pas pour but de faire une découverte sur un système fondamental. On ne va pas inventer une nouvelle technologie. Ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser les connaissances que nous avons aujourd'hui sur certains processus biologiques pour l'appliquer à ce domaine-là. L'aspect nouveau et fondamental, c'est effectivement la création d'un animal qui a disparu. Redonner la diversité des espèces, nous permettre d'avoir les mêmes émotions qu'ont eu nos ancêtres quand ils ont rencontré cet animal. Mais c'est absolument fabuleux. C'est aussi grand, à mon avis, que d'aller marcher sur la Lune. Bon, ça ne nécessite pas les mêmes moyens, mais de retourner dans notre passé, de sentir peut-être les mêmes odeurs et de se déplacer dans le même regard d'un animal qui a regardé l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dompter les rennes, pour les Dolganes, c'est un savoir simple, acquis de génération en génération. Grâce à eux, nous parviendrons peut-être à remonter le temps, pour que le mammouth réapparaisse dans toute sa splendeur. Dans cette immense toundra, les gestes des Dolganes n'ont pas changé depuis des siècles. Ils sont les mêmes que ceux de leurs ancêtres qui vivaient déjà avec les mammouths.
Bernard Buig, explorateur du Grand Nord, est un familier de la Sibérie où il organise des expéditions polaires. Depuis plusieurs années, dans la petite ville de Ratanga, il a entendu ses amis chasseurs, pêcheurs, nomades parler de mammouths. Certains disaient avoir touché des poils, de la peau, de la chair, des défenses. Difficile de démêler le vrai du faux. Et Bernard s'est laissé prendre au jeu. Il s'est engagé sur la piste des mammouths. Il découvre là des ossements, là de l'ivoire fossilisé. Jusqu'au jour où il est tombé en arrêt devant une magnifique paire de défenses que leur propriétaire, Gennady Jarkov, affirmait avoir trouvé sur un mammouth entier, enfoui dans la terre gelée. Alors, Bernard Buig s'invente un rêve. Sortir ce mammouth en hiver pour éviter sa décomposition et le transporter dans une cave glacée en permanence à Ratanga. Là, les scientifiques pourraient venir l'étudier à loisir. Un vrai défi de l'impossible. En provenance de Moscou, la navette hebdomadaire se pose sur l'aéroport de Ratanga, au nord de la Sibérie. À bord de cet avion, Bernard Buig, explorateur devenu pour l'heure chercheur de mammouths. Bernard prépare une expédition dans le but de trouver un mammouth. Il espère faire revivre un jour cette espèce disparue en prélevant des cellules sur le corps d'un animal congelé, enfoui dans le sol. Même si je passe la moitié de ma vie à Ratanga, cette fois-ci, mon retour ici prend une dimension supplémentaire. La recherche du géant des glaces, la recherche du mammouth m'obsède. Étrange sensation de sentir que chaque jour qui passe me rapproche un peu plus du royaume des mammouths. Bernard retrouve ses amis de toujours, à commencer par Anatoly, bricoleur de génie surnommé Niet Problème, parce qu'il trouve toujours une solution aux problèmes techniques des expéditions. Ville frontière entre la civilisation et le Grand Nord, Ratanga fait partie de ces lieux fantômes où viennent se réfugier les grands aventuriers, les accros de l'hiver polaire. Chasseurs, pêcheurs et ex-employés de l'administration soviétique, 5000 habitants vivent ici, dans une sorte de temps arrêté, comme figé au milieu des congères. La première visite est pour Vladimir, universitaire, météorologue, qui a tout sacrifié pour le désert blanc. Vladimir a passé 25 ans dans le Grand Nord. Il a fini par épouser la toundra. Il ne reviendra plus vivre dans la civilisation. Maintenant, on sait que des mammouths, il y en a dans la toundra. Hein? Ah, Bernard, notre ami Boris m'a chargé de t'offrir un petit cadeau. Un mammouth, spécialement fait pour toi. Regarde. Ah, mais tu vois, il y a un petit problème, c'est que les mammouths, ils n'ont pas d'aussi grandes oreilles. C'est pas grave, Boris en refera un autre. Allez, à sa santé. Le stroganine et le rituel de la vodka ont toujours accompagné les bons moments. Pour moi, ces gestes simples, ces marques d'amitié et la complicité qui s'est installée entre nous sont aussi importants que mes expéditions. Au fil des heures,
Les autres membres de l'expédition rejoignent Bernard. Ils apportent avec eux une partie de l'équipement. Dans cet univers désolé, chaque chose prend une toute autre valeur. Tout est conservé, récupéré, retransformé, afin de toujours se suffire à soi-même. Anatoly l'a compris depuis longtemps. En conduisant Bernard à son dépôt, c'est un véritable trésor qu'il lui propose de découvrir. Un trésor qui permettra en partie de constituer le matériel nécessaire à l'expédition. Le capharnaüm d'Anatoly est conforme à sa réputation. Rien ne manque, du fil de fer aux pièces de rechange d'avion, des tentes à double protection jusqu'aux batteries de cuisine. Et il va falloir prendre des toiles de tente supplémentaires. Hein. Il faudra même 2 tentes, au moins 2 équipements complets. 2 équipages. Avec le froid, tout fonctionne au ralenti. L'aéroport aussi ne s'est pas complètement réveillé des lenteurs de l'administration soviétique. Bernard a fréquenté pendant des mois les couloirs et les salles d'attente des officiels. Aujourd'hui, il rencontre le directeur de l'aviation civile. C'est avec lui qu'il faut définir les routes, choisir entre l'avion et l'hélicoptère. Compte tenu du poids de l'équipement, c'est l'hélicoptère cargo qui est retenu pour l'expédition. Pour Bernard et son équipe, il ne reste plus grand-chose à acheter, en dehors du chocolat et de quelques bricoles. Anatoly s'est occupé de toute l'intendance. Et chocolat. Le dernier arrivé, c'est toujours lui, Boris, le trappeur. Il n'a pas de montre, mais il n'a jamais manqué un rendez-vous. Dans les expéditions, la présence de ce colosse calme et rassure tout le monde. Chasseur, pêcheur, rêveur, poète, Boris est l'un des derniers éleveurs de chiens de Ratanga. C'est un habitué des expéditions polaires. On le surnomme la mascotte. Pour moi, Ratanga est un miroir à 2 faces. Quand on arrive de Moscou ou d'ailleurs, c'est un peu la désolation. Mais quand on arrive de la toundra, c'est l'opulence, l'eau chaude qui coule à volonté, l'électricité au bout d'un interrupteur. Ici, les choses prennent une autre valeur. Avant de partir, on a voulu goûter à ce qui sera demain un luxe pour nous. Tous ensemble, une dernière soirée dans le seul restaurant de la ville. Bon, allez, on y va. Du pain, il y en a. De la vodka, il y en a. Du sel, oui, on en a. L'équipe de Bernard est parfaitement rodée. Chaque détail est essentiel. Anatoly et Boris n'ont rien laissé au hasard. Il faut savoir qu'une petite vis qui manquerait peut gêner l'expédition et que l'oubli d'une bouteille de gaz peut mettre des vies en danger. On fait des listes, on pèse le matériel, on se dit que ça va aller, mais là, au fur et à mesure que l'hélicoptère se remplit, je me demande si on va pouvoir tout rentrer. Donc petit souci juste au moment du départ, ça risque de se finir à la rue, c'est-à-dire qu'on va se retrouver tous coincés entre le matériel et les équipements, mais bon, il y a 1h30 de vol à faire, c'est pas méchant.
Il faudra prendre un axe à 30 degrés, à environ 40 km. On part à la recherche de Dolganes qui connaissent bien le terrain. C'est le but de notre mission aujourd'hui. L'hélicoptère n'a que 5 heures d'autonomie. La moindre erreur pourrait tout compromettre. Toutes les fois que je pars dans la toundra, je me demande toujours comment on va se repérer. Par quel miracle on va trouver ce qu'on cherche dans ce grand désert immaculé. La première étape de l'expédition consiste à rejoindre une famille Dolganes. Les Dolganes sont une peuplade nomade qui vit sur un territoire presque aussi grand que la France. 252 habitants pour 400 000 km². Bernard veut revoir son ami Gennady, un jeune chef de famille Dolgane qui lui avait montré des défenses de mammouths et lui avait promis de l'accompagner plus tard à l'endroit où il les avait découvertes. Sur cette dernière étendue avant le pôle Nord vivent encore des loups et des rennes sauvages. Il n'est pas rare aussi de voir des troupeaux de bœufs musqués. Si les mammouths se sont éteints il y a 10 000 ans, les bœufs musqués avaient, eux, pratiquement disparu de Sibérie il y a 3 000 ans. L'espèce a été réintroduite, elle est aujourd'hui protégée. La famille de Gennady est bien au rendez-vous fixé avec Bernard lors de la première expédition. La première fois qu'ils m'ont vu, ils ouvraient d'aussi grands yeux que les miens. C'était un étonnement réciproque. Ignorant mon périple, ils se demandaient comment j'étais arrivé jusqu'à eux. J'ai tenu à leur amener un témoignage de ce souvenir aujourd'hui. La tradition veut qu'avant toute chose, on offre de la nourriture, ce qu'il y a de plus précieux. Gennady tient sa promesse. Il est toujours d'accord pour nous accompagner et nous montrer l'emplacement de sa découverte. L'hélicoptère le ramènera ensuite chez lui, puis Gennady et sa famille nous rejoindront sur notre camp de base. La toundra pour les Dolganes, c'est quelque chose de sacré. Le beau-père de Gennady lui demande de respecter leurs coutumes. Quand vous allez sortir le mammouth, il ne faut pas faire ça comme ça. Il faudra donner quelque chose en échange à la terre. Il faudra sacrifier un renne blanc ou 2 chiennes. Il faudra aussi jeter dans le trou de l'argent en petite monnaie et ensuite le recouvrir avec un peu de sable. Si vous ne faites pas ça, l'esprit souterrain de Haïli peut se fâcher et l'un d'entre vous pourrait mourir. Pour marquer l'endroit où il a trouvé ses défenses, Gennady avait planté des ossements en croix. C'est ce que le pilote va rechercher. Sans la connaissance que les Dolganes ont de la toundra, ce serait une mission impossible.
Apparemment, c'est là. Gennady a l'air sûr de lui. Pour ma part, je n'arrive pas encore à y croire. Les ossements sont bien là, surgissant de la neige, comme pour marquer l'entrée du territoire des mammouths. Tout doucement. Les 20 premiers centimètres de neige, de terre sont mous, là, je vois. Ça va pas être trop dur. Première urgence, profiter du beau temps pour installer le camp, car une tempête peut arriver à tout moment. De plus, il faut très vite un endroit pour se réchauffer, se protéger avant la nuit. La température est basse, moins 10 degrés malgré le soleil. L'hélicoptère ne peut pas stationner longtemps. Il repart aussitôt, laissant l'équipe dans cet espace infini où l'homme n'a pratiquement pas sa place. On installe les tentes, 180 kg chacune, le double pour la tente réfectoire. Autre urgence, installer une antenne pour établir une liaison radio avec Ratanga. Les Russes sont toujours responsables de la sécurité des étrangers dans la toundra. Ce type de matériel a fait ses preuves depuis 50 ans d'expédition polaire. Les doubles parois et le double vitrage des hublots sont étudiés pour résister aux tempêtes les plus fortes. Ratanga Radio, Ratanga Radio, Ratanga Radio est à Bernard, Douyou Kopimi. La communication radio ne passe pas. Vladimir semble inquiet, alors Bernard plaisante pour essayer de le détendre. Ils ne me reçoivent pas. Les Russes sont en train de dormir au radiobureau. Non, je sais qu'ils travaillent tout le temps. Je connais ce radiobureau à toutes les heures de la journée. 3 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, je sais qu'ils travaillent tout le temps. Il doit y avoir un problème technique. Ratanga Radio, Ratanga Radio, Ratanga Radio est à Bernard, Douyou Kopimi. L'équipe est impatiente. Pour déterminer le périmètre de recherche, il faut d'abord identifier l'emplacement du mammouth. Seul le radar peut fournir des informations sur la composition du sous-sol. C'est la première fois que Bernard travaille avec Peter, suédois, spécialiste des sondages radar géophysiques. C'est aussi la première fois qu'on teste ce matériel pour sonder le permafrost, la partie du sol gelé sur 400 à 500 mètres de profondeur. C'est très net. Entre ces deux points, on voit ici une anomalie d'environ 2 mètres de large. Et plus profond, on voit quelque chose. Tu vois quelque chose? Non, là c'est de la terre. Ah oui, non, c'est complètement clair. Oh là là, les Dolganes vont t'appeler chaman. Le froid oblige l'équipe à se restaurer toutes les 3 heures pour se recharger en calories. Il serait difficile de tenir plus longtemps, avec une température pouvant atteindre moins 40 degrés. Boris a vécu chez les Dolganes, c'est là qu'il a appris à cuisiner le renne. Même sous la tente, l'organisme n'a pas le temps de se réchauffer. La seule chose à faire, c'est de manger souvent et d'économiser son énergie. C'est bon ça, hein? À Paris, c'est dégueulasse, mais ici c'est bon. Non, celle-là. Grâce aux premières indications livrées par le radar, l'équipe peut commencer à déblayer la neige sur le périmètre de recherche. Peter, tu sais, maintenant mon problème, c'est de connaître la position exacte du mammouth. Il faut donc que tu paramètres bien ton radar avec les bonnes références. Il faudrait arriver à savoir où se trouve la viande, où se trouvent les os et où est la terre.
Ça va nous éviter de creuser trop large. Je voudrais arriver à creuser le plus près possible du mammouth. Et puis ça nous servira à chaque fois si on a un bon contraste. Le radar est programmé pour détecter la présence d'ossements et de viande de mammouth. Ce sont les seules données qui lui sont fournies. Il s'agit d'une première expérience. Le principe est d'envoyer des ondes dans le sol pour repérer des masses appelées anomalies. L'onde est captée par une grande antenne, ce qui permet d'identifier la présence et la forme de l'objet recherché. Après un premier balayage, on resserre le quadrillage sur des parcelles de 10 cm. Une antenne plus petite fournit alors des indications plus précises. Mark and finished. Okay, go. Certaines anomalies commencent à s'inscrire sur l'écran. C'est bon signe. Après l'expédition, les informations recueillies sur place seront traitées par des ordinateurs puissants qui pourront restituer les images de mammouth en 3 dimensions. Так же, как во Франции, с трудом представляет, как можно жить вот в таких условиях. Но я читал в детстве... En France, on imagine mal les difficultés que nous rencontrons pour vivre dans ces latitudes. Il existe des livres qui décrivent ces conditions extrêmes, ceux de Fenimore Cooper et de Jack London. C'est cette vie telle qu'elle est décrite dans ces livres qui m'a plu, cette liberté illimitée qu'apporte la solitude et l'absence de contraintes. Dans ces livres, l'homme n'a aucun supérieur, aucun chef. Il est son seul maître, il prend seul les décisions, il donne lui-même un sens à sa vie. Il est le propre gardien de sa liberté. C'est ce que j'ai voulu trouver ici. Второй фактор – это чистая, неизотоптанная природа. Здесь нет не только следов, значит, технологии человеческой, но и вообще следов человека. Очень редко можно встретить следы человека. Il y a autre chose de très important ici. C'est la nature intacte, l'absence de l'homme et des traces de sa technologie. On trouve très rarement ce genre de lieu si pur dans le monde. J'ai toujours voulu vivre aux confins de la nature, seul au milieu des animaux, nos frères. Dans son journal intime, Boris note scrupuleusement ses chroniques de la neige, ses histoires du Grand Nord. La tronçonneuse est utilisée avec précaution dans ce sol dur comme du béton, que le gel a rendu très homogène. J'ai un peu l'impression de violer cette terre si dure qui retient le mammouth prisonnier. En même temps, je voudrais bien savoir ce qui se cache sous nos pieds et dans quel état est cet animal qui a côtoyé l'homme de la préhistoire. Ce qui est étonnant à ce niveau-là, c'est qu'on vient de trouver une espèce de lentille de glace qui a l'air de faire le tour de la partie charnue de l'animal. Alors on va dégager tout autour. D'abord c'est plus facile à dégager que le permafrost et on va pouvoir se rendre compte si c'est vraiment des lentilles glaciaires qui viennent de l'eau de l'animal ou si c'est simplement un phénomène géologique de la toundra. Là je vais faire quelques prélèvements de sable au-dessus de cette glace parce que on a trouvé du sable de temps en temps mais en fait c'est assez rare et il n'est pas gelé. Il n'est pas gelé comme un... Allez, j'en ai plus. Enfin, le premier indice. Un os. Un petit os perçant la terre. Et dessous peut-être, la masse du plus grand animal terrestre que l'homme ait jamais connu.
Derrière les premiers ossements apparaît également ce qui semble être le haut d'une mâchoire. Cinq jours après l'installation du campement, Gennady arrive en éclaireur. La caravane du reste de sa famille suivra un peu plus tard. Oh, Gennady. Ah, mais ça. Gennady est venu avec son trésor, les défenses de mammouth trouvées à cet endroit. La présence des Dolganes donne encore plus d'intérêt à notre découverte. Gennady veut décrire de manière précise la position des défenses telles qu'il les a trouvées. Ah, voilà, elles étaient comme ça. Comme ça. Oui, oui, comme ça, dans ce sens-là. Ah, tac, tac. Da. Spontanément, les Dolganes et les chercheurs ont dérogé à la règle de l'hospitalité. Absorbés par la quête du mammouth, ils se sont rendus directement sur le chantier avant de partager la nourriture. Pour pouvoir travailler une terre si dure, Bernard a eu l'idée de créer un effet de serre en installant une toile plastique qui laisse passer les rayons du soleil, réchauffant ainsi le sol pour le rendre plus malléable et facile à travailler. Peut-être venir dormir près du mammouth ce soir, parce que je veux dire, ça va être intéressant, ça va être l'endroit le plus chaud du coin. Ce soir-là, j'ai regardé longtemps la lumière rasante sur les vallonnements de la toundra. Et je me suis dit que rien n'avait changé depuis 10, 20 ou 50 000 ans. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mammouths en train de se promener, là, sur les collines. Douzième jour. L'effet de serre a bien fonctionné. La terre s'est réchauffée en surface. Petit à petit, on a fini par dégager la mâchoire du mammouth. Les molaires récupérées se révéleront capitales pour l'étude de l'animal. Les molaires étaient destinés à broyer les végétaux comme une redoutable meule. Chaque demi-mâchoire ne possédait qu'une seule molaire. Lorsqu'elle était trop usée, une autre molaire sortait de la gencive pour prendre le relais. Je les nettoie juste un peu avec de la neige. C'est pour avoir une meilleure idée de l'état dans lequel elles sont. Et après, tu m'aideras à les sortir, Vladimir? Vladimir explique que pour en savoir plus, certains scientifiques ont découpé les dents, imaginant ainsi l'âge de l'animal en comptant les stries, comme on le fait pour un arbre tronçonné. Sure. With a microscope, they looked at and counted the rings. Until 62 years old. Pendant que l'équipe travaille sur le site,
Peter tente de comprendre la position du mammouth. Les données fournies par le radar sont maintenant analysées méthodiquement. Les Dolganes ne pouvaient pas rater une pareille occasion de découvrir les mystères de leur terre, grâce à la technologie d'avant-garde. Alors regarde, tu vois là sur l'écran, on arrive à voir la différence entre ce qui est la terre, la viande, les os. Là on est sur la tête, tu vois par exemple. Pour Boris, nourrir son chien est primordial. Dur comme la pierre, la viande doit être coupée à la hache. Ici, les chiens ont l'habitude de manger la nourriture congelée. Malgré l'isolement, Bernard tient à rester en contact permanent avec le biologiste français Gilles Gutiérrez. Le problème auquel je suis confronté en ce moment, c'est que le permafrost est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Il est dur comme du granit. Et il n'a que deux états, enfin que deux états que je connaisse en ce moment. C'est dur comme du granit ou mou comme de la crème au chocolat. On a des températures qui descendent jusqu'à -16 et quand on est dans cette situation-là, c'est impossible d'avancer. Et dès qu'on essaie de le réchauffer, c'est de la gadoue. Il faudra s'en accommoder bon gré mal gré. En attendant de trouver une solution, l'équipe a décidé de repositionner les défenses de mammouth selon les informations de Gennady. Là, il faut faire très attention. I propose to put down. Sorry, it's a mistake. Et là, avancer vers le haut. Non, hop, 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 hop. Voilà. Take out behind. Maybe Nico. Quoi? Or Vladimir. Vladimir, Nico, sortez là. Don't touch. Ouais. Et donnez-moi un peu de neige pour caler le bâton. Avec le bâton, on va pouvoir les tenir. Il est où mon grand bâton? Please. Celui-là. Et celle-là, tu vois, on va la tenir comme ça. En plaçant les défenses sur la tête, on va pouvoir définir la position de l'animal. C'était le gros problème qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est que l'animal était un peu éclaté dans tous les sens avec les mouvements de terrain, et on n'arrivait pas à comprendre dans quelle situation il se trouvait. Tirés par les rennes, que les Dolganes mènent remarquablement malgré leur caractère difficile, le reste du campement de Gennady rejoint l'équipe de chercheurs. Les Dolganes transportent avec eux leur maison, leurs balloques sur les traîneaux. Arrivés sur place, chacun s'organise. Les rennes d'un côté, les Dolganes de l'autre. Les Dolganes isolent immédiatement les habitations par un soubassement de neige efficace contre le vent et les tempêtes. Le bois fait aussi partie des priorités. Récolté tout au long de l'été, il est stocké puis emmené lors de chaque déplacement. Sans bois, les Dolganes ne survivraient pas. Le dégagement du mammouth se poursuit à un rythme lent, trop lent à mon goût. Mais finalement,
à l'échelle du temps. Notre impatience est bien dérisoire. Et là, il faut se basiser ces points-là qu'on marche plus là, hein, qu'on vient de pas piétiner tout ça. La patience sera finalement récompensée pour ces Sherlock Holmes de la préhistoire. Et non, moi à mon avis ça en est. Moi, je pense que c'en est parce qu'on a retrouvé les mêmes. Oui, il y en avait autour. Les mêmes textures dans le crin là. Ça ressemble plus à ce que je sais d'un poil de mammouth que ça. Enfin, le premier poil de mammouth est identifié. Il sera suivi sans tarder par une partie de la toison de l'animal. Je vous écoute. Pouvez-vous nous donner les prévisions météo pour l'immédiat dans la région? Nous annonçons un avis de tempête. Vent fort, température en dessous de 0. Bien reçu, merci. Les conditions de travail se compliquent avec l'arrivée de la tempête. Étrange situation. Nous avons à peine mis à jour une partie de la fourrure du mammouth que la tempête vient contrarier nos recherches. Bernard décide de continuer coûte que coûte. Il veut gagner du temps sur la tempête et travailler jusqu'à l'ultime moment. On installe une première bâche pour tenter de protéger le site contre les rafales de neige. Incroyable, regarde ça. Malgré les difficultés, Bernard continue à découvrir des morceaux de toison du mammouth. Avec ça, on pourrait faire un bonnet de fourrure. Et même des cheveux pour Bernard. Pour continuer ses recherches, Bernard s'est aménagé un abri de fortune. On doit être quelque part au-dessus du dos. Et je trouve d'abord des poils de différentes couleurs. Il y en a des très foncés. C'est l'idée que je me faisais des poils de mammouth. Ils sont brun noir. Et puis alors il y en a des blonds, des tout blonds. Et je trouve de la laine. Il y a des brins laineux qui sont très doux, très soyeux. Ah, c'est vachement intéressant. Hein. Et alors là, évidemment, c'est un travail de patience. Tout à l'heure, je me disais, c'est incroyable, je me retrouve à faire un séchage de crinière de poils de mammouth. Mais c'est la seule manière d'avancer. Si je dégèle pas les 2 cm de terre qu'il y a sous les poils, je casse tout. La tempête vient à bout des efforts de l'équipe. Il faut maintenant s'abriter.
vent est de plus en plus violent. La tente réfectoire risque de ne pas tenir longtemps. Dans l'équipe, personne ne panique. Et à quoi bon? C'est maintenant la nature, le vent et le froid qui décident. Nous ne sommes pas résignés. Simplement, nous n'avons pas le choix. Comme un bateau qui commence à prendre l'eau, la tente n'a désormais plus aucune chance de résister à la violence des bourrasques. Les hommes se sont regroupés, mais un compagnon n'a pas répondu à l'appel, c'est le chien de Boris. Пурга началась сегодня ночью, и моя собака осталась на улице. Mon chien est parti avant la tempête. Il doit être en train de mourir lentement de froid, quelque part. Les hommes, eux, peuvent se protéger, à condition de ne pas se laisser surprendre par la tempête dans la toundra. On peut creuser un trou dans la neige et s'y cacher. Mais si les vêtements sont humides, car la neige est mouillée en ce moment, c'est la mort assurée. Pour la nuit, il faut consolider la tente avec les moyens du bord. Ça, c'est un bon chapeau pour dormir pendant les longs jours polaires. On le met sur la tête comme ça, et hop, et on dort. La fatalité, c'est le quotidien de ces hommes du Grand Nord. La seule chose à faire, c'est d'attendre et essayer de dormir, malgré le bruit épouvantable, en gardant sa bonne humeur. La tempête a duré 26 heures. Le chantier est dévasté. Seule la tente principale a résisté. L'équipe avait prévu du matériel de secours, ce qui permet de reconstruire un nouveau camp. L'expédition ne pourrait faire face à une nouvelle tempête de même amplitude. Bernard décide alors d'opérer les prélèvements destinés au laboratoire de génétique à l'aide de combinaisons aseptisées. Tu veux que j'en fasse? Ah, tu vois, j'ai pas bien la mission. Avant la tempête, Bernard a pris la précaution de mettre à l'abri la mâchoire du mammouth, une pièce essentielle de l'enquête scientifique. C'est sur elle qu'il va réaliser les premiers prélèvements. Dégagée à la hache, la gangue de terre qui enveloppe la mâchoire est réduite au maximum. Oh là là. Non, parce que... Non, j'ai de la pression. Il y a pas mal de choses. Des traces rouges, hein. Bon, j'ai envie d'arrêter là, hein, parce que sinon on va réchauffer là-bas. Là où tu plus un peu plus là. On retire le... Cassé. On voit les tissus qui sont congelés. On a maintenu la dent. Quand on l'a sorti, on l'a maintenu au froid. On a gardé un morceau de permafrost tout autour et cette partie-là n'a jamais été dégelée. Jusqu'à présent, toutes les fouilles sur les sites de mammouth n'ont eu lieu qu'en été. Ce jour-là, au début de l'hiver, la température est de moins 18 degrés. Bon, je crois qu'on a fait du bon boulot, hein. Mais je comprends pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que c'est pas facile. C'est pas facile.
Il fait froid, tout est froid, les outils sont froids, il faut s'habiller légèrement pour rentrer dans des combinaisons aseptisées. Mais je suis content parce que sous cette gencive là qui avait été protégée par le permafrost, on a trouvé des choses qui ressemblent à de la chair. Je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Dans l'attente réservée à l'analyse des données radar, Peter commence à y voir plus clair. Peu à peu, le sous-sol livre ses secrets. C'est quelle distance là entre ces deux points? Tu vois, ça fait 6 mètres de large au total. 6 mètres total. Là, il y a 2 reflets qui proviennent des ossements que vous avez déjà trouvés. Mais ici, plus bas, à environ 2-3 mètres, on voit une anomalie très large. Il vous faudra changer d'antenne pour aller plus profond, mais on aura une plus faible résolution, en fréquence plus basse. Un mammouth est là, bien là, et il s'est déjà révélé riche d'enseignements. Les prélèvements sont suffisants pour permettre aux scientifiques de travailler. Et grâce à son radar, Peter a délimité l'emplacement exact où il faudra creuser. Les Dolganes aident Bernard à localiser avec précision le site sur lequel il reviendra à la belle saison l'année prochaine. En même temps que l'expédition s'achève, dans sa première phase, la nuit polaire va gagner du terrain sur le jour. L'équipe doit repartir, laissant derrière elle ses amis Dolgan et des souvenirs. Dernière soirée avec les Dolgan. Profitant d'un répit dans une météo turbulente, l'hélicoptère et toute l'équipe doivent quitter le cimetière des mammouths en pleine nuit. Bientôt, les lumières de Hatanga. À l'arrivée, le fidèle Anatoly sera sûrement là pour nous accueillir. Сейчас расскажу, чтобы они не были, если они не были. Le bilan est positif pour les chasseurs de mammouths. Le radar de Peter, utilisé pour la première fois dans ce type d'expédition, a prouvé son efficacité. Et puis, il y a toutes les pièces biologiques du puzzle, tous ces morceaux de mammouth qui seront étudiés en laboratoire. Apprenant le retour de Bernard à Ratanga, le professeur Vereshchagin, 90 ans, a tenu à rejoindre l'équipe. L'arrivée de ce scientifique, considéré comme le plus grand spécialiste russe du mammouth, constitue une belle reconnaissance pour le pari lancé par Bernard Buig.
Dans cette ville, dont le sol fut foulé par les mammouths il y a quelques millénaires, le professeur Vereshchagin accepte avec enthousiasme l'idée de la création d'un musée du Grand Nord à Ratanga. En ce qui concerne l'idée de créer un musée ici à Ratanga, c'est très intéressant. Nous y sommes très favorables. Le gouvernement russe soutient cette initiative. Comme le propose Bernard Buig, à propos de la conservation, les tissus pourront être préservés avec la chaîne du froid qui sera maintenue. Cela permettra alors d'identifier les cellules entières ou des parties de cellules, peut-être même des cellules sexuelles. Nous pourrons alors avoir un aperçu du système génétique et aborder ainsi les caractéristiques héréditaires. То есть о наследственных задатках, наследственных признаках этого. Trésor biologique, les prélèvements réalisés en pleine toundra vont maintenant séjourner dans ces couloirs gelés des caves de Ratanga, avant d'être confiés aux scientifiques. Peut-être livreront-ils une partie des secrets du mammouth. Peut-être ouvriront-ils pour l'homme une fenêtre supplémentaire vers la connaissance d'une espèce disparue, et par là même vers son propre passé, à la fois si proche et si lointain.